Bonjour chers amis, aujourd'hui je vais vous parler de ma vision du burn-out, parce qu'on m'a posé la question dans les commentaires. Donc je vous rappelle, n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires, en plus de faire part de votre expérience. Et si je me sens la compétence de répondre à vos questions, je répondrai. Quand c'est des sujets que je ne connais pas très bien, à vrai dire je ne fais pas de vidéo, je préfère parler de choses que je connais bien. N'hésitez pas à me demander certains sujets. On m'a demandé ce que moi je pensais du burn-out. Alors le burn-out, c'est quand même une vision très... je pense que à l'intérieur du burn-out, il y a différents états cliniques qui ne sont pas forcément exactement la même chose. On entendrait par burn-out une histoire de stress externe où le sujet ne peut plus faire face. Je vous rappelle que le terme stress vient de la métallurgie et signifie contrainte. Donc en soi, le stress n'est pas quelque chose de négatif ou de positif. Quand un pilote de ligne atterrit ou un chirurgien opère, il a un stress, il a une contrainte, mais ça ne veut pas dire qu'il est angoissé ou effondré. Donc le stress, ça veut dire contrainte externe. Après, ce qui va jouer, c'est la façon dont on répond à ce stress externe. Si on répond de façon adaptée et adaptative, on va dire que ce stress va plutôt être positif, va plutôt peut-être être moteur. Maintenant, si on a une vulnérabilité, si on a une fenêtre de tolérance, ce qu'on appelle une fenêtre de tolérance réduite, on va peut-être être beaucoup plus enclin à ne pas pouvoir faire face à toutes les sollicitations. Parfois, il y a des patients qui viennent me voir et me disent « j'ai fait un burn-out » et en fait, quand on creuse, il s'agit d'une dépression typique qui n'avait pas forcément à voir avec des contraintes externes. Et il peut s'avérer aussi que c'est le déclenchement d'un trouble panique qui a peut-être été déclenché ou accéléré par le fait qu'il y ait beaucoup de demandes au travail ou beaucoup de sollicitations extérieures ou un déménagement, un mariage, enfin beaucoup de choses à faire, donc beaucoup de stress externe. Il se peut que ce soit déclenché comme ça, donc on va mettre le terme de burn-out. Dire j'ai fait un burn-out, c'est aussi pour certains sujets moins péjoratif que de dire j'ai fait une dépression ou j'ai fait un trouble anxieux généralisé avec des crises de panique. Là, quand on dit burn-out, c'est vrai que tout de suite les gens comprennent contrainte externe. Par exemple au travail, on m'a demandé beaucoup trop de choses, on m'a mis 15 000 tâches jusqu'à minuit tous les jours, j'avais plus de week-end. Ou il y a aussi ce qu'on appelle le burn-out maternel, les femmes qui doivent s'occuper à la fois des enfants, de tous les soucis de la famille, plus le travail, éventuellement des contraintes au travail. Donc c'est ce qu'on peut appeler, d'ailleurs il me semble qu'il y avait eu un ouvrage là-dessus qui s'appelait le burn-out maternel. Moi, quand je reçois quelqu'un qui a un burn-out, la première chose que je fais, c'est de voir quel était le contexte exactement, quelle était la personnalité antérieure, est-ce que les gens avaient déjà fait des épisodes dépressifs, des épisodes paniques, un trouble anxieux généralisé, et qu'est-ce qui a pu faire en fait qu'ils sortent de leur fenêtre de tolérance. Alors pour les gens qui ont lu mon livre sur guérir des traumatismes avec le brainspotting, j'avais mis un schéma qui expliquait ce qu'était la fenêtre de tolérance. Donc la fenêtre de tolérance, c'est on va dire que si on représente par deux lignes, c'est la zone dans laquelle on peut se promener avec une régulation d'émotions et qui n'est ni crise de panique, ni effondrement, mais qui est, on va dire, une variabilité émotionnelle dite normale. Quand les gens ont une vulnérabilité psychologique, qu'ils ont des traumas antérieurs, eh bien, ils vont avoir une fenêtre de tolérance qui est plus étroite. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont sortir de leur fenêtre vers la crise de panique ou vers l'effondrement beaucoup plus facilement qu'une personne qui a une fenêtre de tolérance large. Donc, si vous avez une fenêtre de tolérance large, que vous avez plein de tâches, plein de choses à faire, plein de stress, vous allez monter en anxiété, tout ça, mais vous n'allez jamais sortir de votre fenêtre. Si vous avez une fenêtre étroite, eh bien, très rapidement, vous pouvez arriver à un état de panique, voire de dissociation, et vous pouvez aussi tomber dans la dépression. Donc moi, j'examine toujours la personnalité antérieure et quel est le contexte. Maintenant, si c'est un contexte où il y a eu un décès dans la famille, il y a eu une naissance, il y a eu un déménagement, il y a eu du stress au travail, tout ça, ça va être des contraintes qui vont faire que le sujet va s'adapter ou pas. Et ça va dépendre beaucoup de ses capacités de régulation émotionnelle qui ne sont pas innées, mais qui sont, on va dire, transmises
depuis l'enfance, dans les relations d'attachement, dans la sécurisation par les parents et dans la façon dont la personne s'autorégule avec la dimension cognitive, la façon dont la personne perçoit les événements et se les raconte. Bien souvent, les gens qui vont avoir un burn-out par rapport au travail, il y a quand même souvent une vulnérabilité. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des gens qui se retrouvent, qui seraient sans difficulté psychologique et qui se retrouveraient dans une entreprise qui mettrait une pression telle que ça créerait un burn-out. Évidemment, c'est possible, mais la question qui se pose, c'est pourquoi le patient, à un moment donné, n'a pas senti qu'il fallait mettre un stop ou n'a pas mis en place des systèmes pour se préserver. Alors, parfois, il y a les croyances sur soi, c'est-à-dire je ne peux pas dire ou il faut que je sois à la hauteur. Il y a aussi ce qu'on appelle les schémas exigences élevées, parce que là, je vous ai parlé des contraintes externes. Il y a aussi des gens qui sont dans le perfectionnisme, qui sont toujours dans l'idée, dans la croyance « je dois tout réussir, je ne dois absolument pas rater ». Et ça va rajouter une pression interne à la pression externe. Donc, il arrive un moment, le système, il ne peut plus tenir. Surtout que les gens qui ont une croyance « je dois tout réussir, je dois être parfait », eh bien, ils tolèrent très très mal quand c'est pas parfait ou quand ils commettent des erreurs ou quand on leur reproche des choses. Donc, il peut y avoir là le sujet qui est pris entre deux contraintes, internes et externes. Donc moi, ma vision du burn-out, c'est que dans le burn-out, il y a des syndromes dépressifs en fait, qui ont tout simplement été des dépressions réactionnelles déclenchées par des événements externes. Il y a des crises de panique qui ont pu apparaître spontanément ou dans des changements de vie ou avec de la pression au travail. Et puis après, il y a les burn-out qui seraient vraiment dus à une surcharge énorme de travail. Et là, je pense que si vous êtes dans ce cas-là, il faut absolument faire appel au médecin du travail. J'en parlerai un petit peu plus à la fin, mais il faut absolument faire appel au médecin du travail. C'est lui qui doit normalement résoudre le problème. Alors, que faire quand on a un burn-out ? Le tableau est quand même assez souvent proche d'un lâchage sous forme de crise de panique et ensuite d'un effondrement. Eh bien, on est là dans le cas typique d'une sortie de la fenêtre de tolérance. Et on va appliquer les mêmes remèdes que pour les crises de panique ou pour les syndromes dépressifs. Donc si on est dans un état un peu de panique, on va utiliser les techniques qui permettent de faire de la régulation émotionnelle, que j'ai déjà décrit dans d'autres vidéos. Si on est sur un mode effondrement, eh bien là, on va appliquer des techniques qu'on va plutôt utiliser dans la dépression et un mode de vie qu'on va utiliser dans la dépression. Je dois aussi vous parler, j'avais oublié dans les stress précédemment, il y a aussi les stress relationnels. Dans un burn-out, il peut y avoir aussi un stress relationnel au travail par rapport à un manager, une manager, par rapport à une hiérarchie. Donc ne pas oublier de vous protéger à ce niveau-là, c'est-à-dire que si vous avez trop de pression, voire limite du harcèlement, de toujours faire appel au médecin du travail en passant par votre médecin traitant si nécessaire. Maintenant, qu'est-ce que je vais recommander? Alors, d'abord en prévention. Si vous sentez que vous n'êtes pas loin du burn-out, il faut absolument consulter dans un premier temps votre généraliste, demander à voir le médecin du travail qui va examiner la situation pour voir si c'est bien dû à votre travail. Si vous avez l'impression que c'est un burn-out avec beaucoup de choses à régler à l'extérieur, eh bien, il va falloir vous faire aider par votre entourage ou modifier votre façon de fonctionner. Ça, c'est dans la prévention. Ensuite, dans le traitement, une fois que le burn-out a eu lieu, je vois souvent des patients qui ont des traitements antidépresseurs. Bon, sûrement que ça les aide parce qu'on se retrouve finalement devant un cas de figure où ça ressemble à de la dépression. Mais je ne suis pas certain que ce soit nécessaire dans tous les cas. En tout cas, c'est indispensable de faire une psychothérapie qui va vous permettre d'apprendre à réguler vos émotions. Tout à l'heure, je vous ai parlé de la fenêtre de tolérance. Eh bien, si vous avez une fenêtre de tolérance comme ça, au bout d'une psychothérapie EMDR, NTCV ou TCC, normalement, on doit avoir une fenêtre de tolérance qui est élargie. On doit être plus apte à réguler ses émotions. Donc, on va moins sortir sous la forme de crise de panique ou sous la forme de dépression. Donc, pour moi, la psychothérapie, elle est indispensable. Elle est plus indispensable que en fait, le traitement médicamenteux. Maintenant, moi, si je vois des gens qui sont en début de burn-out, je ne conseillerais pas l'arrêt de travail parce qu'en fait, j'ai remarqué que les gens qui se mettent en arrêt de travail, après,
ils vont développer une espèce d'appréhension, ils vont avoir de plus en plus de mal à retourner sur leur lieu de travail et ça va en fait pas vraiment les aider. Donc moi j'utilise très rapidement de l'EMDR ou du NTCV pour les aider à réguler leurs émotions. S'il y a besoin d'un traitement, éventuellement j'en mets un, mais je dirais que c'est pas très fréquent. Et surtout, je vais essayer de voir avec le médecin du travail comment résoudre ce problème avant qu'on arrive à la catastrophe. Donc ça, si vous êtes dans ce cas-là, il faut faire ça. Si vous êtes déjà dans un burn-out, que vous êtes dans un arrêt de travail, eh bien là, il faut appliquer les traitements de la dépression ou du trouble panique. Et puis, absolument envisager qu'à un moment, il va falloir vous réexposer. Donc, soit vous vous réexposez dans la même entreprise, et donc on peut très bien travailler en EMDR sur le fait de se réexposer. Ça permet beaucoup de travailler sur les anticipations. Je l'ai encore fait il n'y a pas longtemps avec une patiente qui anticipait de retourner au travail. Elle avait la boule au ventre. Là, c'est vraiment parfait pour travailler sur les anticipations. Et puis, une fois qu'on est sur place, il faut savoir distinguer si c'est vraiment l'entreprise qui ne correspond pas à nos valeurs, dans laquelle on ne se plaît pas, et donc il faut essayer d'envisager une porte de sortie, faire des entretiens, chercher autre chose. Parce qu'en fait, j'ai remarqué que quand les patients se mettent dans un processus et qu'ils se rendent compte qu'éventuellement ils pourraient sortir de la situation, eh bien la régulation émotionnelle est meilleure parce qu'ils se sentent moins piégés, peut-être plus libres, éventuellement d'envisager de partir ailleurs. Voilà. Il faut aussi, bien sûr, garder contact avec le médecin du travail. C'est à lui d'évaluer s'il y a vraiment une surcharge de travail, éventuellement d'adapter votre poste de travail à votre pathologie. Ça, c'est fondamental. Donc, n'oubliez pas, le médecin du travail est un allié précieux. Je me rends compte que bien souvent, les DRH n'y pensent pas, les salariés n'y pensent pas. Et il faut savoir faire appel au médecin du travail qui doit faire son boulot et voilà, déterminer quel serait le poste le plus adapté. Est-ce qu'il y a trop de pression? Est-ce qu'un temps partiel ce serait mieux? Est-ce qu'un 80% ce serait mieux? Voilà. Bon, j'espère avoir répondu à la personne qui m'a posé la question sur le burn-out. Maintenant, il y a aussi d'autres types de burn-out. Il y a les burn-out chez les médecins, les burn-out chez les thérapeutes. Ça, les médecins et les thérapeutes oublient souvent que tous les soirs on se lave les dents, le matin on se lave les dents, donc c'est une discipline. Et il faut savoir aussi, de temps en temps, si on a pris trop sur soi des émotions des patients, parce que si vous voyez toute la journée des gens qui sont dépressifs, qui vous plombent, c'est important d'avoir des choses à l'extérieur qui vont permettre de vous réguler. Bon, moi j'ai le sport, j'ai la musique, mais je n'hésiterai pas à faire des séances sur moi s'il y a quelque chose qui me pose problème. Bon, comme je me forme toujours dans des nouvelles thérapies, j'ai souvent l'occasion de faire des séances. Donc c'est important qu'on puisse, en tant que thérapeute et en tant que médecin, maintenir une bonne régulation émotionnelle, maintenir une fenêtre de tolérance assez large et d'éviter le burn-out, puisque là, on n'est pas dans le cadre de la médecine du travail, on est dans le cadre du fait qu'on prend des émotions négatives des gens, donc il faut un peu se les décharger quelque part, par le sport, par la musique, par des hobbies, par des passions. Voilà, donc ça c'est un peu le cas particulier des burn-out pour les soignants. Voilà, je vous encourage à vous abonner, à mettre un commentaire en dessous, et je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt.